Non, oui, alors on écoute et puis je vous dirai pourquoi j'ai choisi ces deux-là. Il y a peu de pays qui ont une culture comme la nôtre, une langue comme la nôtre. Tout à l'heure, j'ai dit une chose qui me paraît très juste. Ah oui, hein. Il y a deux choses là, bout à bout, on a l'impression que c'est mis bout à bout, mais en fait c'est pas comme ça, il y a deux extraits. Le premier, c'est il n'y a que la France qui a une langue comme ça. Bah oui, en France on parle le français, et de fait, si on a vraiment envie d'aller chercher l'équivalent ailleurs, ce sera en Belgique, ce sera au Québec, mais ce ne sera pas exactement la France. Donc je dis, on a un robinet d'eau tiède comme ça coule, et la France est extraordinaire parce que on a une langue que personne d'autre n'a. Je dis ouais, effectivement, c'est assez extraordinaire. Et puis la deuxième... L'enfoncement des portes ouvertes. Absolument. Mais au moins c'est visible. J'ai donc cherché des espèces de pointes de l'iceberg pour essayer de voir ce que tout ça signifiait. Et puis le deuxième moment, alors il est mis bout à bout, donc on a l'impression que c'est en même temps. Mais dans ce deuxième temps, il dit j'ai dit quelque chose que j'ai trouvé assez juste. Il est presque étonné par lui-même d'avoir dit quelque chose d'assez juste. Donc les communicants avaient préparé des notes, des papiers, etc. Puis finalement, il s'aperçoit que l'exercice lui a permis de dire quelque chose d'assez juste. Donc il se permet, puisque personne ne dit du bien de lui, d'en dire un peu, ce qui fait du bien, parce qu'il fait des plaisanteries, mais on ne sourit pas à ses plaisanteries. Ses calembours tombent un peu à plat. Pour que je comprenne bien le fond de votre pensée... C'est pas compréhensible, vous pensez, Si. C'est spécifique à François Hollande, ou c'est l'expression politique en général telle qu'elle se déroule aujourd'hui que vous jugez de cette manière? Alors écoutez, votre plateau de tout à l'heure était assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a la droite, la gauche, que ces gens s'opposent. Et puis on a eu deux personnes issues de la société civile, cette dame syndicaliste et ce monsieur qui était patron. Et j'ai trouvé que les seuls à être intelligents, c'était eux. Que les autres se disaient c'est pas bien, mais les autres disaient oui mais vous l'avez fait avant nous, oui mais vous auriez pu le faire parce que nous on l'a fait aussi. Et puis une espèce de connivence de la classe politique qui finalement, avec ses logiques de parti, tout le monde ayant été plus ou moins ministre ou appartenu à des partis qui depuis 25 ans ont des ministres au pouvoir et finalement font globalement la même chose. Quand ils sont dans l'opposition, ils ont des idées, quand ils sont au pouvoir, ils gèrent de la même manière. Démago, diraient certains. Mais c'est ce qu'on dit quand on a le souci du peuple. Et moi, j'ajoute juste que le débat, il ne se faisait pas entre les gens qui font partie de la même classe politique, mais entre ces deux acteurs de la vie sociale. Cette dame qui connaissait le fonctionnement des entreprises de l'intérieur et qui nous disait « Venez, savez-vous ce que c'est vivre avec un salaire comme ça, un salaire de misère, etc. » Ce patron qui disait « C'est pas simple, on licencie pas avec gaieté de cœur, etc. » Tous les politiques sont forcément déconnectés. Je dis que le système, comme il fonctionne actuellement, fonctionnait très bien avec un général de Gaulle qui était un lecteur de Racine et de Corneille et que la Constitution de 58 était faite pour des gens de cet acabit. Mais pour les gens d'aujourd'hui, effectivement, la politique politicienne n'intéresse plus. On voit où est le génie. Le génie n'est pas chez les gens de parti, il est chez les gens qui sont sur le terrain. C'est le génie du peuple qu'on a entendu. Des gens qui disent, voilà, moi je suis travailleuse, je suis syndicaliste, moi je suis chef d'entreprise. Et quand on dit ça aujourd'hui dans une société de technocrates, de techniciens, d'énarques, il nous a fait un oral d'ENA, Hollande tout à l'heure. Quand on dit ça, on nous dit, vous êtes démagogue. Non, mais je vous provoquais gentiment. Je vous réponds gentiment en vous disant qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait appel au peuple, en disant il y a un talent du peuple, il y a un génie du peuple, sollicitons-le, on nous dit démagogie. Bien. Je ne crois pas, ça s'appelle de la démocratie. Je vois Alain Finkielkraut qui va nous donner lui aussi son extrait, mais je vous voyais un peu contrarié, Alain Finkielkraut. Oh non, mais je voudrais pas entamer un débat avec Michel Onfray. On est là pour ça en même temps. Oui, mais bon, enfin, je ne suis pas sûr qu'on puisse opposer aussi radicalement l'enfermement des politiques au génie du peuple. Il y a aussi, vous savez, moi j'appartiens à un vieux peuple qui a constamment été houspillé par ses prophètes. Les prophètes ne prédisaient pas l'avenir, comme on le croit, ils houspillaient le peuple. Alors, il n'appartient à personne d'assumer la fonction prophétique, mais il arrive aussi qu'on puisse dire au peuple ou à certains membres du peuple leurs quatre vérités, si vous voulez. Les gens du ton lisent de moins en moins, et en effet, dans les trains, ils sont sur leur iPad, leur truc là, je ne comprends pas. Et puis, tout d'un coup, ils arrêtent avec l'écran, ils se précipitent pour lire le livre de Valérie Trierweiler, qui fait un succès énorme. Ce succès, on peut pas l'appeler autrement que populaire. Eh ben, il est populaire et il est dégoûtant. Donc, je ne dirais pas que le peuple se diffuse tout entier. J'ai lu les extraits que la presse a bien voulu publier, et notamment Le Monde qui s'est précipité. Donc, j'ai lu Les Cendants, cette bonne blague, etc. Enfin, j'ai lu tout ce qu'il fallait lire, me semble-t-il.
malgré moi. Mais donc, je ne dirais pas que le peuple soit représenté par ce genre de comportement. Simplement, quand on dit il faut les préoccupations des gens, etc. Oui, mais de temps en temps, voilà, il faut interroger les gens sur leur propre comportement aussi. Voilà, c'était la petite parenthèse. Fin de la parenthèse. Alors, votre extrait. Alors, mon extrait. On l'écoute ? Oui, oui, bien sûr. Eh bien, allons-y. Le plan numérique va être, dès 2016, mis en œuvre dès le collège. Je considère que c'est à la fois une chance pour les enfants, une chance aussi pour les enseignants d'utiliser ces matériels, une chance aussi pour avoir un contenu éducatif à travers le numérique, une chance pour l'économie. Le plan numérique, c'est-à-dire les tablettes et les iPads, ce dont vous nous parliez dans les... Oui, justement, mais j'ai sous les yeux un article paru dans le New York Times sous le titre « Steve Jobs était un parent low-tech, basse technologie ». Steve Jobs, dont Michel Serres, le philosophe ravi de l'écran, dit qu'il est le grand homme du XXIe siècle. Et donc un journaliste l'interroge fin 2010 et lui dit vos enfants doivent être ravis de l'iPad. Réponse de Steve Jobs, ils l'ont jamais utilisé, nous limitons la technologie que nos enfants utilisent à la maison. À la maison, pas seulement. Un autre article du New York Times faisait, il y a quelque temps déjà, état de l'attitude, du comportement des cadres dirigeants d'Apple, de Yahoo, de eBay, de Google. Ils mettent tous, leurs enfants dans des écoles déconnectées, avec des stylos, du papier, des livres, des tableaux noirs et de la terre glaise. Autrement dit, c'est comme les patrons des cartels. Ils mettent en général leurs enfants à l'abri de la drogue. Et là, on a une addiction massive et la grande décision européenne qui fait un consensus total à droite, à gauche, à l'extrême droite et partout, c'est pour soigner l'addiction, on va augmenter les doses. Eh bien non, on va détruire l'école. Et je pense que là encore... Le numérique détruit l'école. Ah oui, complètement. Je veux dire, elle n'avait pas besoin de ça. Hein. La destruction allait bon train, mais si vous voulez, les politiques deviennent des promoteurs, des accélérateurs, des publicitaires de l'innovation. Quelquefois c'est bien, quelquefois l'innovation détruit la civilisation. Et cette innovation, elle doit être, évidemment, je ne suis pas contre le numérique, je ne veux pas revenir à l'époque où on s'éclairait à la chandelle, mais il me semble que tous les parents tous les parents d'élèves, mais je reste joignable quand même, il faut faire un effort, mais tous les parents se prennent par les cheveux pour se dire il faut que nos enfants se débranchent de temps en temps. C'est le souci de tout le monde aujourd'hui, et de ce souci-là, il semblerait que les politiques ne tiennent pas compte en croyant de manière un peu fétichiste et finalement ringarde dans les miracles du progrès. Michel Onfray, derrière cette crise politique aujourd'hui, il y a une crise, d'après vous, de la politique, il y a une crise des dirigeants politiques, il y a une crise du message politique, une crise de la manière de faire de la politique, et si vous voulez répondre aussi à Alain Finkielkraut. Non, je crois qu'il y a vraiment une crise sur cette politique. Je trouve que politologue, c'est un drôle de métier. C'est comme une curé pour le Vatican, si vous voulez. On donne des arguments pour une religion qui nous célèbre un Dieu qui n'existe pas. C'est-à-dire, c'est quand même assez sidérant que depuis 1983, conversion du Parti socialiste au libéralisme, j'appelle le libéralisme le marché qui fait la loi, qu'on s'entende là-dessus, que depuis 1983, le libéralisme est l'horizon indépassable, à droite et à gauche, pourvu qu'il s'agisse des droites et des gauches qui sont susceptibles d'arriver au gouvernement. Et en quoi ceci équivaut à crise du politique ? Simplement parce que les gens ont bien compris que le libéralisme qu'on leur a présenté comme la solution à tous les problèmes, plus de chômage, plus de misère, plus de pauvreté, l'amitié entre les peuples, plus de guerre, on en refait une ce soir, etc., ça ne marche pas. Quand on nous a dit c'est l'Europe, c'est le libéralisme, c'est la vérité, si vous ne défendez pas cette Europe libérale, vous êtes un crétin, vous êtes un sous-diplômé, vous êtes un fasciste, vous êtes un vichiste, vous êtes un lepéniste. On a dit ça depuis 1983 au peuple, n'en déplaise à Olivier Duhamel, le peuple ça existe aussi. Quand le peuple, on lui demande son avis. Sauf que quand on parle du peuple, on est tout de suite un démagogue et qu'on a envie vite de l'écarter. Quand le peuple, on le sollicite dans un référendum et qu'il dit « nous ne voulons pas de cette Europe », qui dit « vous l'aurez quand même » Hollande et Sarkozy.
Donc on les a essayés, ces politiques-là, les gens les ont essayés. Ils ont été bonnes pattes quand on leur a dit en 1983 que ce serait la solution, que c'était l'avenir, que c'était les élites avaient décidé que c'était ça et que les autres étaient sous-cultivés, sous-diplômés, c'était des crétins. On leur a remis l'Europe et on leur dit mais on n'en veut pas de l'Europe. Et là on dit à la marge c'est pas la même chose. Sarko c'est pas Hollande, Hollande c'est pas je sais pas moi Balladur, on peut remonter très loin, qui n'est pas Rocard, qui n'est pas c'est la même chose. François Bayrou vous a pas laissé son code du travail parce qu'il aurait pu le passer à Michel Onfray pour lui montrer que la France ultralibérale. Ah, je suis d'accord. Non, alors, ça c'est une honte pour les travailleurs. Ah, non. C'est un geste obscène de la part de François Bayrou. C'est un code qui les protège, les travailleurs. Alors ça protège probablement les travailleurs et ça doit gêner beaucoup de chefs d'entreprise. Mais ceci dit, cette façon de dire, voilà, la Suisse qui est devenu incompréhensible, pas respecté. Mais c'est le propre de tous les codes, vous savez bien, mais vous enseignez le droit, vous savez bien que le propre d'un code... Je ne suis pas l'avocat de François Bayrou, mais ce qu'il disait, pour être précis, c'est en Suisse, ils ne sont pas moins bien protégés. Mais ça n'a rien à voir, la Suisse, c'est un paradis fiscal, et ils sont en dehors de l'Europe, ils ont encore la souveraineté, ils font des référendums régulièrement, ce que nous devrions faire. Parce que nous, en France, on aime beaucoup le peuple, mais on ne veut pas des référendums. Et quand on dit aux Suisses, des Suisses, que quand ils se sont exprimés de manière référendaire, que c'est pas un bon peuple, il faut changer le référendum, que les Suisses sont fascistes, etc., on ne sollicite plus le peuple. Quand on le sollicite, c'est pour lui dire la règle du jeu, c'est ça. Tu vas choisir un blanc bonnet ou un bonnet blanc. Et après, on nous dit, les politologues ou les économistes nous expliquent que c'est pas pareil, bonnet blanc et blanc bonnet. Et les gens qui, eux, travaillent, cette dame syndicaliste, ce monsieur chef d'entreprise, ils savent bien que c'est la même chose. Et qu'au bout du compte, c'est du jeu tout ça. Et que la souffrance des gens, elle vient de cette religion du libéralisme qu'on nous présente comme indépassable. C'est tout. Donc il y a ça, plus deux mots pour répondre à Alain Finkielkraut, mais ce sera pas une réponse non plus. Mais je veux dire, parce que moi, je pense que c'est une crise de civilisation. Et que c'est pas l'immigration. C'est pas du tout le problème, l'immigration. Le problème, c'est le chômage. Si les gens avaient du travail, du pouvoir d'achat, la possibilité de payer leur maison, les études de leurs enfants, sans que les femmes soient obligées, les jeunes filles soient obligées de se prostituer, les gamins livraient des pizzas jusqu'à 1h du matin avec des mobilettes pour payer tout le monde quand même, j'espère. Mais vous ne voyez pas ce que c'est que la vie. La prostitution. Mais il y a de la prostitution. Vous faites régulièrement des émissions là-dessus, des jeunes filles qui sont obligées de coucher avec des vieux moches, riches, qui leur payent leurs études. Pitié pour les vieux moches. Je parle pas de vous. Voilà, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais... François-Olivier Gisbert s'agite beaucoup sur ce siège depuis un moment. Je suis d'accord avec à peu près tout ce que peut dire mon ami Michel Onfray, mais quand il s'en prend comme ça au libéralisme, qui est au départ une idée française, il ne faut pas oublier, d'avant la Révolution, j'ai envie de sortir mon revolver. Pour une raison très simple. C'est ça les libéraux. Vous n'êtes pas en train de nous dire qu'il faut renoncer à l'idée de protection, qu'il faut renoncer à l'idée de code du travail. Non, surtout pas. Surtout pas. Non, surtout pas. C'est que non. C'est qu'il faut faire des choses de la distinction simples. entre contrat à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée, ça fait qu'effectivement, des gens qui n'ont pas un contrat à durée indéterminée, eh bien effectivement, ils sont taillables et corvéables à merci. Mais bien C'est tous pourris. Non, ce qui est quand même absolument scandaleux, si on réfléchit bien. C'est quand même absolument scandaleux. C'est absolument injuste. Vous allez m'expliquer que c'est bien et que c'est normal parce que c'est la preuve que la classe politique, ils sont tous pareils. Mais non, ils sont pas tous pareils. 98% d'entre eux, 99,9%, ils payent leurs impôts, dans les campagnes, ils font leurs déclarations, etc. Des gens qui s'enrichissent oui, pas. mais pas que dans les petites mairies. Mais arrêtez. Plus vous grimpez, plus le pouvoir est grand, plus la corruption est grande et généralisée. Bah ça par définition. Bah ça c'est oui, mais attendez, oui, c'est comme si vous m'expliquiez que plus je suis grand, plus je peux sauter haut en hauteur. Ça vous fait pas de mal d'apprendre des choses de bon sens. Non, mais ça. Non, mais quand vous laissez, vous êtes d'accord avec moi que 95% des parlementaires sont des gens honnêtes? Non, je ne dis pas ça. Moi, je ne fais pas de généralisation. D'abord, je ne dis pas qu'ils sont honnêtes. Je ne fais pas une généralisation. Plus ça monte, moins ils sont honnêtes. Je dis simplement. Ah oui, d'accord. Non, je dis que la probabilité. À part cette loi d'une banalité affligeante, 95%. Mais je préfère une vérité banale à un mensonge qui serait extravagant. Mais ça n'est pas un mensonge que. C'est un mensonge que de laisser entendre. C'est un mensonge de laisser entendre. Pas tous les deux en même temps. Olivier Duhamel, allez-y. De laisser entendre que 95% des politiques... J'ai utilisé ce chiffre. Non. Mais d'accord. C'est un mensonge de laisser entendre que la plupart des politiques sont corrompus. J'ai pas dit ça. Non, vous n'avez pas dit ça, mais beaucoup de gens le disent et les Français le pensent. Et je ne parle pas qu'à vous, là, je parle aux gens qui disent cela et qui le pensent. Et je leur dis, parce qu'il faut le dire, même si c'est pas populaire, je le dis, dire cela, c'est dire une chose mensongère, c'est dire une chose profondément injuste pour les gens qui font cette tâche, qui a quand même beaucoup d'inconvénients, comme l'a dit Nathalie Saint-Cric, pour peu d'avantages qui est de la politique. Je le dis d'autant plus que je n'en fais pas, et pour cause. Et que si on continue comme ça, il faudra pas très peu, et seulement pour l'Europe, à tort certainement, mais très peu et exclusivement pour ça.
mais j'ai tout fait pour ne pas en faire ni avant ni après. Mais de toute façon, c'est pas mon cas qui est intéressant ici. C'est de savoir que si on laisse, je termine, si on laisse entendre cette chose fausse et injuste, que la plupart des politiques sont corrompus, il ne faudra pas se plaindre après que les gens ne veuillent plus faire de la politique. Je prends juste deux exemples. Le Parti socialiste, on avait Cambadélis tout à l'heure. Je ne parle même pas de cette thèse qui pose problème. Je dis, voilà quelqu'un qui a été condamné pour la... Oui, et alors, mais c'est fini. Oui, d'accord. Attendez, je finis ma démonstration. Je sais que vous avez des tendresses pour des gens condamnés. Allez-y, Michel Onfray. Chacun son. C'est Julie Les Misérables. Moi, je n'en ai pas. Oui, mais j'ai Jean Valjean. Oui, d'accord. Voilà. Oui, Strauss-Kahn et quelques autres, Polanski. Mais vous avez des délicatesses à l'endroit des gens. Et moi, j'ai pas de délicatesse. À l'endroit de ce monsieur, c'est la même chose avec Harlem Désir. Et quand il faut choisir un patron du PS, il n'y en a qu'un. Il y en a peut-être 300 qui voudraient ce poste-là. Pourquoi est-ce qu'on choisit quelqu'un qui a un casier judiciaire? Pourquoi, quand on le change, on en reprend un qui a exactement le même casier judiciaire? Pourquoi celui qui a un casier judiciaire qu'on a changé, on lui donne un poste de ministre? Pourquoi, quand ça ne marche pas son poste de ministre, on lui redonne un truc à l'Europe? Pourquoi est-ce que... etc. Pourquoi, quand on a le choix entre un nombre incroyable de gens qui sont susceptibles d'avoir le poste, on va choisir un type qui ne paie pas ses impôts alors qu'il y en a 200 qui avaient envie de ce poste de secrétaire et qu'on va choisir un corrompu? On choisit un corrompu. Je n'ai pas dit que tout le monde était corrompu. Mais ils ne savaient pas qu'ils ne payaient pas ses impôts, arrêtez. Alors c'est dangereux. Alors c'est dangereux parce que ça veut dire que le chef de l'État, quand il choisit ses ministres, il ne sait pas qui il choisit. Ce serait beaucoup plus dangereux s'il savait à l'instant ce que la situation de chacun sur ses impôts. On ne serait pas dans une démocratie. Ça s'appelle les renseignements généraux. Je voudrais rappeler ici, très solennellement, que seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. À ma connaissance, ni Roman Polanski, ni Cambadélis n'ont commis un crime contre l'humanité. Et je rappelle que la victime de Polanski suppliait la justice américaine de le laisser tranquille. Mais cette affaire ne concerne pas la loi. Ce qui me gêne, c'est victime de dire la loi, surtout quand elles ont été payées. Surtout quand elles ont été payées. Oui, c'est vrai. Mais alors à ce moment-là, on ne va pas partir sur le cas Polanski, je vous préviens. On est sur le cas François Hollande, France crise. Roman Polanski à la prison à perpétuité. On va pas partir sur le cas Polanski. Fin de la parenthèse. Alors je fin de la parenthèse, Michel Onfray. Allez-y, Alain Finkielkraut. Je ferme la parenthèse. Le problème, vous le disiez, c'est la crise du politique. Mais voilà, aujourd'hui, on se passionne plus pour les affaires existantes ou artificiellement montées que pour les affaires communes. Et si les hommes politiques souffrent parfois d'une absence d'imagination, on ne les aide pas. C'est-à-dire qu'en effet, on a interrogé François Hollande à une ou deux reprises sur Thévenoud. Et Olivier Duhamel a raison. Ce serait très grave qu'il soit au courant des déclarations de Thévenoud en temps réel. Cet homme n'a pas payé ses impôts. Enfin, en tout cas, il a souffert de faute. Il n'est pas poursuivi par la justice. Bon, puisque la justice fait loi. Donc, il n'est pas poursuivi. Mais donc, on l'a interrogé sur l'affaire Thévenoud, mais personne n'a eu l'idée de lui poser une question sur un événement essentiel qu'il a laissé se produire, à savoir la création en France d'une ferme, de la ferme des 1000 vaches, un élevage intensif, barbare, qui va tuer tout ce qui reste de paysannerie en France. Des animaux qui ne verront jamais ni la lumière du jour, ni un brin d'herbe. Voilà qui devrait nous amener à réfléchir. Les républicains du 19e siècle avaient le grand souci de la cause animale. On s'y attendait pas à celle-là, Alain Finkielkraut. Comment? On s'y attendait pas à celle-là. Alors, sur la Vous avez vu la surprise dans mes yeux. Un reportage signé, je crois, un documentaire signé de Frédéric Merget ou Mergez, absolument extraordinaire, qui montrait un paysan refusant l'élevage industriel et à la sortie de l'hiver, il accompagnait ses vaches et elles voulaient aller très vite dans les prés, elles sautaient les barrières et une fois qu'elles étaient arrivées dans les prés, elles dansaient, elles gambadaient comme des petites filles. Le paysan appelait ça la danse des vaches et il a dit, ce qui est très intéressant, mais c'était très intéressant pour l'économie, il a dit je gagnerai moins d'argent, mais ça, ce spectacle-là n'a pas de prix. Alain Finkielkraut, on a fermé la parenthèse Polanski, on va fermer la parenthèse 1000 vaches. Sauf que si François Hollande vous avait raconté cette histoire, sa conférence de presse aurait eu un peu en succès. Onfray disait que la crise est une crise de civilisation. Notre civilisation a quelque chose à voir avec la paysannerie. Eh bien, si notre civilisation préfère à ce spectacle que je viens d'esquisser très brièvement devant vous, de la danse des vaches, si elle préfère Disneyland, tant pis pour elle, mais les politiques pourraient ne pas accélérer le processus.
Michel Onfray? Le bateau coule, souriez, vous êtes filmé. Et puis la deuxième... L'enfoncement des portes ouvertes. Absolument. Mais au moins, c'est visible. J'ai donc cherché des espèces de pointes de l'iceberg pour essayer de voir ce que tout ça signifiait. Et puis le deuxième moment, alors il est mis bout à bout, donc on a l'impression que c'est en même temps. Mais dans ce deuxième temps, il dit « j'ai dit quelque chose que j'ai trouvé assez juste ». Il est presque étonné par lui-même d'avoir dit quelque chose d'assez juste. Donc les communicants avaient préparé des notes, des papiers, etc. Puis finalement, il s'aperçoit que l'exercice lui a permis de dire quelque chose d'assez juste. Donc il se permet, puisque personne ne dit du bien de lui, d'en dire un peu, ce qui fait du bien, parce qu'il fait des plaisanteries, mais on ne sourit pas à ses plaisanteries. Ses calembours tombent un peu à plat. Pour que je comprenne bien le fond de votre pensée, Non, oui, alors on écoute, et puis je vous dirai pourquoi j'ai choisi ces deux-là. Il y a peu de pays qui ont une culture comme la nôtre, une langue comme la nôtre. Tout à l'heure, j'ai dit une chose qui me paraît très juste. Bah oui, hein. Il y a deux choses. Là, bout à bout, on a l'impression que c'est mis bout à bout, mais en fait, c'est pas comme ça. Il y a deux extraits. Le premier, c'est il n'y a que la France qui a une langue comme ça. Bah oui. En France, on parle le français. Et de fait, si on a vraiment envie d'aller chercher l'équivalent ailleurs, ce sera en Belgique, ce sera au Québec, mais ce ne sera pas exactement la France. Donc je dis, on a un robinet d'eau tiède comme ça coule, et la France est extraordinaire parce que on a une langue que personne d'autre n'a. Je dis, ouais, effectivement, c'est assez extraordinaire. Compréhensible, vous pensez, Si. C'est spécifique à François Hollande ou c'est l'expression politique en général telle qu'elle se déroule aujourd'hui que vous jugez de cette manière? Alors écoutez, votre plateau de tout à l'heure était assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a la droite, la gauche, que ces gens s'opposent. Et puis on a eu deux personnes issues de la société civile, cette dame syndicaliste et ce monsieur qui était patron. Et j'ai trouvé que les seuls à être intelligents, c'était eux. Que les autres se disaient c'est pas bien, mais les autres disaient oui mais vous l'avez fait avant nous, oui mais vous auriez pu le faire parce que nous on l'a fait aussi. Et puis une espèce de connivence de la classe politique qui finalement, avec ses logiques de parti, tout le monde ayant été plus ou moins ministre ou appartenu à des partis qui depuis 25 ans ont des ministres au pouvoir et finalement font globalement la même chose. Quand ils sont dans l'opposition, ils ont des idées, quand ils sont au pouvoir, ils gèrent de la même manière. Démago, diraient certains. Mais c'est ce qu'on dit quand on a le souci du peuple. Et moi, j'ajoute juste que le débat, il ne se faisait pas entre les gens qui font partie de la même classe politique, mais entre ces deux acteurs de la vie sociale. Cette dame qui connaissait le fonctionnement des entreprises de l'intérieur et qui nous disait « Venez, savez-vous ce que c'est vivre avec un salaire comme ça, un salaire de misère, etc. » Ce patron qui disait « C'est pas simple, on ne licencie pas avec gaieté de cœur, etc. » Tous les politiques sont forcément déconnectés. Je dis que le système, comme il fonctionne actuellement, fonctionnait très bien avec un général de Gaulle qui était un lecteur de Racine et de Corneille et que la Constitution de 58 était faite pour des gens de cet acabit. Mais pour les gens d'aujourd'hui, effectivement, la politique politicienne n'intéresse plus. On voit où est le génie. Le génie n'est pas chez les gens de parti, il est chez les gens qui sont sur le terrain. C'est le génie du peuple qu'on a entendu. Des gens qui disent, voilà, moi je suis travailleuse, je suis syndicaliste, moi je suis chef d'entreprise. Et quand on dit ça aujourd'hui dans une société de technocrates, de techniciens, d'énarques, il nous a fait un oral d'ENA, Hollande tout à l'heure. Quand on dit ça, on nous dit, vous êtes démagogue. Non, mais je vous provoquais gentiment. Je vous réponds gentiment en vous disant qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait appel au peuple, en disant il y a un talent du peuple, il y a un génie du peuple, sollicitons-le, on nous dit démagogie.